Bonjour, Jean-Christophe Blaise, INRS. Déjà, merci énormément pour toute cette journée. J'ai appris plein de choses parce que je crois que mon niveau d'incompétence en risque chimique est encore supérieur à ma compétence en risque machine, il me semble. Très bien. Enfin, ces phases de vie. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les problèmes d'intégration, enfin de la maintenance, sécurité des gens de maintenance. Donc ça, c'est très très intéressant. Je vais peut-être partir avec toute petite frustration qui a failli être levée quand j'ai vu écrit je travaille avec mes fournisseurs. J'aurais aimé voir écrit quelque part. Alors, du coup, c'est un commentaire et une question, mais je crois que c'est une question à Xavier. Est-ce que tu as le temps ces 10 prochaines années qu'on travaille ensemble sur intégrer la sécurité à la conception des machines? Alors, je ne sais pas, il y avait un concepteur tout à l'heure. Alors accessoirement, je suis aussi pilote de ce qu'on appelle l'industrie du futur, de tout ce qui est nouvelles technologies. Et on s'aperçoit effectivement, les nouvelles technologies, c'est bien, elles arrivent, mais elles arrivent plus vite qu'on y intègre la sécurité, quoi. Bon, effectivement, mais il faut qu'elles progressent, hein, ces nouvelles technologies. Mais je crois que là, il faut qu'on reparte un peu vers le concepteur. Je me retourne aussi vers les collègues de CARSAT, mais aussi les utilisateurs, parce que bon, Airbus, petite industrie, vous avez un poids fort quand même sur les constructeurs. Voilà. Alors, c'est plus un commentaire qu'une question, mais ça amène peut-être des réponses. Merci beaucoup. Peut-être un élément de réponse quand même, François-Xavier Keller. Il y a peut-être des choses à engager quand même, ou c'est peut-être fait. Il faut la... Oui, normalement. Allô ? Ça marche. Pardon, merci. Oui, Jean-Christophe, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'on a souvent ce questionnement-là quand on installe une machine et quand on veut mettre une machine dans un local de fabrication. Et alors c'est d'autant plus vrai quand la technologie avance très vite. C'est-à-dire que sur les machines à bois, par exemple, qu'on connaît relativement bien, les technologies sont à peu près matures. Mais aujourd'hui, avec les procédés qu'on a vus aujourd'hui et puis ce qu'on n'a pas encore tout à fait vu maintenant, c'est que ça varie beaucoup et donc il faut être très vigilant et très agile, comme chez Decathlon. Et donc... c'est pas toujours simple pour toutes les industries. C'est vrai qu'il y a la normalisation, mais les fabricants de machines, il y en a pas forcément beaucoup. Ils sont pas beaucoup français. C'est pas forcément simple. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi leur part à jouer dans comment est faite la machine. On a vu avec les problèmes TMS, les boîtes à gants qui sont pas adaptées, les gens qui se font mal au coude. Bref, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ouais. Je sais pas si bien sûr. Madame Morel, Madame non. Non, c'est parfait. Il y avait une autre question, Monsieur Bernard. Oui, le sujet de la conception, de la prise en compte de la sécurité lors de la conception des systèmes, ça nous rajeunit de 20 ans à peu près. Parce que j'ai eu le plaisir d'encadrer des thèses sur ce sujet-là à la fin du siècle dernier. Donc c'est un sujet récurrent. Et c'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui est fondamental, à la fois sur les machines, mais aussi sur l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux par rapport à la dédiabolisation, c'est ça, de ces technologies, parce qu'on a des courants, alors sans doute peut-être aussi sous la pression par rapport au fait de devoir changer de concept, de changer de manière de voir la conception des pièces, la réalisation des pièces, etc. Il y a beaucoup de concurrence économique aussi, et puis de la prise de conscience du réinvestissement que ça demande, à la fois au niveau technique et humain. Mais cette prise de conscience-là, il serait bien que beaucoup de gens l'aient et puis essayer de collaborer là-dessus. Peut-être au sein de France Additive, on en discutait à la pause tout à l'heure. Peut-être une remarque justement au niveau de Decathlon. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous intégrez aujourd'hui la fabrication additive pour la personnalisation de masse ? On n'a pas le droit de joker. Comme vous regardez. On l'intègre nous en interne. Après, actuellement, elle n'est pas encore disponible au grand public. Ça fait partie des solutions qu'on travaille, avec toutes les complexités de ça, hors fabrication additive en termes de gestion des flux, etc. Mais ça fait partie du travail qu'on a chez nous en interne, évidemment. D'accord, parce que sous-jacent à ma question, c'était la proximité avec le grand public, justement par rapport à ça. Et si le grand public pouvait avoir accès au processus de personnalisation de masse. Alors, de toute façon, dans le cadre du travail de personnalisation, on va travailler une solution digitale de personnalisation côté grand public. Et après, la partie fabrication, elle ne sera pas forcément entre les mains du grand public. Donc, la partie risque pour l'opérateur restera côté Decathlon et pas côté utilisateur, quoi qu'il arrive.
Et j'aurais une question aussi, c'est possible, pour vous, Madame Docteur d'Airbus. J'avais eu le privilège de visiter le centre de recherche qui est à côté de Bristol, en Angleterre. Et il y avait eu beaucoup d'expérimentations déjà qui avaient été faites sur les polymères, etc., sur beaucoup de choses. Quelles approches ils ont, vos confrères anglais, là-dessus? Est-ce qu'il y a des études aussi que vous pouvez confronter, partager ou pas? Non, je ne sais pas encore, mais c'est un champ où on commence, enfin, c'est à pousser. Et du coup, je n'ai pas du tout de retour sur ce qui se fait encore en Angleterre, mais ça va être un champ des possibles, en fait, au contraire, quoi. Parce qu'on parlait de réglementation européenne, ce serait peut-être même mondial. Certains acteurs, comme Didier à ma gauche, sont très actifs au niveau normalisation aussi. Il y aurait peut-être des choses à faire dans cet axe-là, pas simplement sur le développement technique, mais aussi sur l'accompagnement en termes de prévention des risques. Merci. On est au début en même temps. Donc en fait, voilà, et en même temps, on aime bien s'harmoniser aussi. Donc je pense que ça va ouvrir des portes. Voilà. C'est tout récent, hein, 2022. Hein. Merci beaucoup. À l'INRS, on a un réseau avec nos homologues américains, allemands, canadiens, finlandais. Et donc on partage, et anglais, on partage un peu les bonnes pratiques dans ce domaine-là. Ouais. On est déjà dans une vraie dynamique. C'est ça que j'entends. Je vous livre un peu les questions, comme on a peu de temps et qu'il y avait beaucoup de choses dans cette séquence, peut-être encore plus que dans les autres, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Quels sont les EPI ou EPC à favoriser pour la fabrication additive plastique? Ça, je pense que c'est pour François-Xavier. On a un guide sur les EPI. C'est très bien. Il y a beaucoup de pays. Ça dépend des matériaux. Si c'est du métal ou si c'est des polymères, ce ne sont pas les mêmes protections. Il y a aussi des guides sur les gants en fonction des matériaux, donc des produits chimiques utilisés. C'est très vaste et très large. Ouais. C'est une journée technique à part entière. Quelles obligations du constructeur vis-à-vis de tous les risques et la problématique de la certification, notamment le marquage CE? C'est un peu ce qu'on... Alors, le marquage CE, donc il y a des normes par rapport à ça. Dans la directive machine, c'est Jean-Christophe l'expert, mais néanmoins, dans la directive machine, il est spécifié que le fournisseur de machine doit s'assurer que son procédé est mis à des niveaux le plus bas possible. Voilà. Alors, c'était une grande discussion qu'on a en interne dans le réseau, c'est comment faire. Est-ce que dans les guides ou dans les notices techniques des machines, il y a des valeurs en disant il faut assurer 20 mètres secondes d'extraction à tel endroit, est-ce que les buses sont mises en place? C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Quel type de filtre peut-on mettre en place pour les imprimantes 3D de bureau, entre guillemets? Alors là, pareil, les filtres, on a un laboratoire qui s'occupe d'épuration, ça va dépendre des polluants émis. Mais il y a des systèmes de filtration qui sont complètement disponibles parce que quelque part des émissions de COV ou des émissions de poudre métallique, ça existe dans de très nombreux procédés. Donc en gros, ce sont des filtres existants. On entend souvent que le PLA est moins dangereux que l'ABS. Faut-il capoter obligatoirement même pour du PLA, pardon. Madame Bouvet. Alors oui, c'est une bonne question. Le préventeur va dire qu'il faut faire attention parce que si vous commencez à avoir des machines capotées parce que vous utilisez tel type de fil et puis des machines non capotées parce que vous utilisez tel type d'autres fils, il ne faut pas qu'il y ait un changement dans les organisations. Et c'est difficile à maîtriser au cours du temps. Donc il est vrai que oui, certes, il semblerait que le PLA soit moins émissif que l'ABS ou que l'ASA. Maintenant, qui pour nous garantir qu'on va utiliser que du PLA sur la machine et quid de l'évolution du fournisseur, etc., etc. Donc il faut quand même contrôler les choses. Vous êtes d'accord? C'est pas simple, quoi. Moi, je préfère, en tant que préventeur, on a une pollution, donc on se protège, quoi. Quel taux de renouvellement horaire conseillez-vous pour la ventilation générale des locaux dédiés à la fabrication additive? Bon, ça, c'est des réponses qui sont aussi applicables à d'autres technologies. On parle d'un local avec 10 renouvellements d'air, donc c'est-à-dire pour un volume d'air, si vous avez 20 mètres cubes, il faut extraire à 200 mètres cubes heure. Si vous avez plus, il faut multiplier par 10, etc. On l'adapte en fonction du nombre de machines, ça se dimensionne, quoi.
Question pour Decathlon, est-ce que la fabrication additive est-elle implantée dans différentes régions ? Alors aujourd'hui, la fabrication additive, elle est uniquement implantée dans les centres de recherche et développement de chez Decathlon, pas en magasin, pour toutes les contraintes qu'on évoque depuis ce matin, évidemment. Après, là, l'objectif pour le moment, c'est uniquement de le garder côté R&D, là où on maîtrise la sécurité, mais de pouvoir apporter la solution au magasin à travers le SAV et la prod, tout en garantissant la sécurité via le réseau qui a été constitué et le maillage qui a été développé en France et à l'étranger. Merci pour cette réponse précise. Monsieur, je vous en prie. J'avais une petite question concernant la finition et ce que les dames de la CARSAT nous avaient présenté. Je voulais savoir si vous aviez caractérisé un peu plus finement les poussières qui étaient émises. Et donc, en fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut, quand on fait de la finition, on peut assimiler ça à du meulage comme on ferait sur une tôle d'acier ou autres métaux ? En partie. Hormis les poudres qui vont être libérées des interstices de la pièce, mais en partie, c'est assimilable. C'est assimilable, d'accord. Oui. Okay.